Ravi de vous avoir une fois de plus à attendre votre émission du divertissement et de culture. Mesdames et messieurs, bienvenue sur C'est pas clair. Aujourd'hui, nous parlerons de la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Fléau qui fait ravage en Afrique, des jeunes qui vont dans la perdition. Et ils ont répondu présent une fois de plus aujourd'hui des experts. L'un, expert en marketing et communication, M. Haruna Njoya. L'autre, mère de famille. Tout à l'heure, nous aurons à tour de rôle leurs réponses et leurs réactions sur le thème du jour. Avant d'aller à leur rencontre, regardons ensemble cette vidéo et retrouvons-nous dans quelques instants. Je crains le jour où la technologie dépassera les capacités humaines. Le monde risque alors de voir une génération d'idiots, affirmait Albert Einstein. Après le bad buzz qu'a connu une vidéo obscène devenue virale montrant les jeunes lycéennes gabonaises exposant leur nudité, c'est au tour des Camerounais de monter au créneau afin de revendiquer leur leadership dans la sous-région. Le 1er mars 2021, plusieurs élèves de la classe de terminale au lycée bilingue de Kribin ont été interpellés par le proviseur Jean-Maurice Noah pour avoir produit et publié sur les réseaux sociaux des vidéos obscènes au sein de leur salle de classe exposant parfois la nudité et des actes immoraux comme la consommation de drogue. L'école, le sanctuaire de la connaissance et de la formation des leaders de demain, vient une fois de plus de se faire transformer en plateau de tournage pour films obscènes, remettant en cause la qualité d'encadrement de la jeunesse camerounaise. Dans l'attente d'une panacée, nous nous remettons à l'application des textes de censure prévus par le ministère de l'Enseignement secondaire. La dépravation sexuelle dans le milieu scolaire. Alors, c'est un fléau qui touche nos jeunes adolescents. Il faut absolument en parler. Donc, c'est le fait d'avoir des images à caractère sexuel, des vidéos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux à but de nuire à ces personnes-là. Ce sont des pratiques sexuelles qui sont faites par les jeunes, donc dans les internats, à l'intérieur de nos milieux scolaires, des établissements. Donc, c'est très dangereux. Il faut qu'on en parle. Voilà, nous venons de voir cette vidéo à caractère super triste pour notre jeunesse en perdition. Nos invités du jour, M. Haruna Njoya. Bonsoir, M. Haruna. Bonsoir, Julie. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Le plaisir est mien. D'accord. Vous êtes consultant en marketing et... Consultant en communication et D'accord. marketing. Voilà. Et par ailleurs, responsable communication d'un centre universitaire, ici dans la ville de Douala, avec une représentation du côté des Yaoundé Kribi aussi. D'accord. Et comme ça, on vient de regarder ensemble cette vidéo. À votre avis, quelles sont les causes de la dépravation des mœurs en milieu scolaire? Ok, déjà avant toute chose, permettez-moi de dire bonsoir à vos téléspectateurs et surtout à ce charmant public jeune qui nous accompagne ici aujourd'hui. Salut les jeunes! Ok, pour revenir à ces causes-là, Julie, permettez-moi d'abord d'évoquer par exemple ce qu'on entend déjà par dépravation en milieu scolaire, parce que certains vont se poser la question. En quoi consiste cette histoire? C'est quoi la dépravation? Il s'agit tout simplement d'une conduite qui se met en marge de l'éthique sociale, de l'éthique édictée par, enfin, d'un ensemble de codes édictés pour la régulation d'une société où on se trouve. Des attitudes déviantes pouvant donc vous mettre en marge de ces sociétés-là. Et dans le cas des pardon, du milieu scolaire, dans un ensemble de comportements pouvant donc vous mettre en marge du code de l'éthique même. D'une école, et on connaît déjà, bon, l'homme sur le principe est un animal pensant. On n'a pas toujours besoin peut-être d'un code éthique pour savoir que ce qu'on pose comme acte n'est pas bien. Ça, c'est le principe de l'homme. Maintenant, pour revenir aux causes, je peux donc les établir peut-être, je vais peut-être parler en termes de responsabilité. Trois niveaux de responsabilité. La première responsabilité, elle est donc de base, savoir la cellule familiale. Comme on a bien signifié dans cet élément qui était vraiment assez illustratif de tout cela, nous avons donc les parents aujourd'hui qui ont carrément démissionné de leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. L'éducation des enfants aujourd'hui va donc au gré des trouvailles. L'enfant se bat de lui-même pour parfois peut-être savoir comment se conduire dans la société. Les parents vous diront certainement que le coût de la vie, il faut parfois se battre pour pouvoir assurer cela, mais un bon parent doit comprendre que
L'enfant, c'est d'abord le premier investissement, raison pour laquelle tout ce qu'on fait, c'est pour pérenniser cela à travers l'éducation de cet enfant-là. On a passé le temps peut-être pour s'y éterniser. La deuxième responsabilité, d'autant pour moi, on va maintenant toucher l'État lui-même, qui a donc une mission régalienne qui consiste d'abord à pouvoir essayer de donner la possibilité à ces jeunes de se mettre dans de meilleures conditions sur le plan social. J'en veux pour preuve quand nous voyons par exemple les établissements scolaires aujourd'hui. En dehors peut-être des établissements qui sont parfois privés, quand vous allez dans une école publique, l'effectif pléthorique ne permet pas toujours, par exemple au corps enseignant, de pouvoir peut-être réguler certains comportements. Dans une salle de classe, dans un lycée qui peut-être était prévu pour recevoir 1000 élèves, on s'y retrouve parfois avec 3000 élèves. Ce qui fait que la gestion quotidienne n'est plus véritablement évidente. Voilà. Et maintenant, toujours dans l'enseignement scolaire, on va aussi peut-être mettre de côté la responsabilité de ceux-là qui sont chargés eux-mêmes de pouvoir donc encadrer ces enfants-là, à savoir le corps enseignant, le corps administratif. C'est un secret de polichinelle. On a tous vu une vidéo qui a fait le tour de la toile, où on voit par exemple un enseignant en plein ébat sexuel, permettons l'expression, avec un enfant dans un hôtel. Et vous savez que dans une société, comme on dit souvent, l'émulation, c'est-à-dire les références se font sur le plan vertical. À savoir quoi? Le jeune s'inspire beaucoup plus de celui qui est au-dessus de lui. Quand un enfant voit ce type d'image d'un enseignant se mettant avec peut-être une élève, et dont le respect tout et tout, et maintenant, toujours dans le milieu scolaire, maintenant le mimétisme. J'ai vu mon ami peut-être fumer, il faut que je me mette à faire comme lui. J'ai vu mon ami en train de courir après les petites filles, il faut que je fasse comme lui, histoire d'être ce qu'ils appellent souvent up-to-date, c'est-à-dire être un garçon de l'heure, de peur d'être un has-been. Il y a autant de choses comme ça. Et pour finir, pour sortir, l'une des causes qui aujourd'hui, ce que moi j'ai eu à qualifier la révolution des pitres, c'est à travers les réseaux sociaux. Nous avons donc les réseaux sociaux aujourd'hui. Quels sont les gens qu'on nous présente aujourd'hui comme des figures de référence à travers les réseaux sociaux? Ce sont des gens qui, après avoir posé un acte qui auparavant était considéré comme abject pour la société, vous allez voir, une personne se déshabille clairement, une personne pose ses nudes sur les réseaux sociaux et directement la personne a beaucoup de likes, la personne a tout cela. Ça crée donc, les enfants prennent donc ces personnes comme figures de référence dans la société et cela se transpose dans le milieu scolaire. Donc voilà en quelques mots, peut-être quelques causes, non moins exhaustives, hein, bon, il faut le reconnaître. Très bien. Alors, notre prochaine invitée, une jeune mère de famille, Anne Lordica, vous pouvez vous présenter à ceux qui nous regardent à l'instant. Oui, bien sûr. Je me nomme Anne Lordica, actuellement en fonction chemin de fer, c'est-à-dire Camaraï, en tant que technicien statistique de champ câble. Donc, actuellement, je fais des activités extra-professionnelles. Et là, je peux dire honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer de répondre à quelques questions qui sont profitables à tous les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, que je salue, et vous également. D'accord. On peut dire en suivant son cours, je suis partante là-dessus. Tout à l'heure, le monsieur Aruna nous disait que les parents, ils ont délaissé leurs enfants. Quel est votre avis à ce propos? Bon, dire délaisser les enfants, bon, il a déjà des raisons qui justifient pourquoi est-ce que ces termes sont utilisés. Parce que je vais d'abord commencer par l'éducation. Les parents sont premièrement responsables de l'éducation de leurs enfants. Et je crois qu'au-dessus de ça, s'il arrive peut-être de parler de la préparation, c'est suite du fait justement que les enfants regardent tout ce qu'il y a dans leur environnement par rapport aux réseaux sociaux et j'en passe. Je crois que c'est des éléments qui impactent également la séparation proprement dite, du fait de savoir que les enfants ne puissent pas suivre forcément le chemin des parents parce qu'ils se disent que en ce moment le chemin du parent ça va être capital pour eux, mais étant influencé par l'extérieur, l'environnement, ça court à leur perte. D'accord. En tant que mère de famille, pour vous, quelles sont les causes? Ou alors, avant d'en arriver là, c'est quoi la dépravation pour vous? Bon, c'est déjà une moralité morale, c'est-à-dire quelque chose qui est néfaste au développement d'un enfant, considérant ce que le parent a initié depuis le départ pour son échec plus tard. C'est pour ça que moi je vois la dépravation. D'accord. Et pour vous, quelles sont les causes? Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas peut-être à cause des parents que tout cela arrive. Je dis, bon, justement, c'est la mauvaise influence de l'environnement parce qu'elle prend en partie, je peux dire plus de 50%, parce que déjà,
Les enfants, le temps qu'ils passent avec leurs parents, c'est juste peut-être après l'école ou avant l'école, mais juste quand ils découvrent l'extérieur, je crois que c'est là où tout commence. De savoir qu'il y a l'influence de celui qui est plus supérieur à l'autre, qui a plus de valeur que l'autre, ça influence également. Oui. De savoir justement que moi j'ai et toi tu n'as pas, parce que je vais essayer de voir ça dans ce sens-là, parce que c'est justement ces éléments-là qui met en échec tous ces différents éléments-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre forcément nos enfants, fait de savoir que déjà dans les réseaux sociaux, on constate qu'il y a des influenceurs qui font miroiter des vies, alors qu'au côté de ça, en arrière-plan, c'est réellement d'où ça vient nécessairement tout ce qui a été découvert là, concernant les influenceuses sur les réseaux sociaux. Donc, impactant réellement sur la psychologie de nos jeunes enfants qui se disent donc je suis né d'un parent qui n'a peut-être pas suffisamment de moyens pour m'amener à des grandes écoles, pour m'acheter peut-être telle chaussure, pour m'acheter peut-être tel article. Oui, donc du coup, je crois que ça à eux également pour les amener à se faire savoir que ceux qui sont influenceurs ont peut-être des vies qui nécessitent peut-être une source de revenus beaucoup plus saine, ce qui n'est pas trop le cas. D'accord. Tout à l'heure, en regardant la vidéo, ils ont dit presque la même chose. Les parents, ils jouent pas bien leur rôle parce que l'éducation commence dès le bas âge. Vous en pensez quoi? Justement, parce que quand l'éducation commence dès le bas âge, c'est justement parce que je crois que tout se forge depuis la naissance jusqu'à un certain âge. Déjà, ne maîtrisant pas le canevas de croissance, parce que je crois qu'il y a une influence sur le fait de savoir qu'une fois que tu as l'éducation de l'enfant dès le bas âge, une fois qu'il atteint l'adolescence et plus, c'est la catastrophe. Donc, le pilier commence dès le bas âge pour essayer de pouvoir donner les statuts, peut-être que culturels et je peux encore dire quoi d'autre, des sources commencent déjà à partir de là, parce qu'une fois que le parent inculque, c'est-à-dire à l'enfant comment marcher, comment Se comporter et dans l'avenir vis-à-vis des autres, ça, je crois que ça influence positivement dans son éducation pour voir comment il faudrait qu'il trouve son essence dans la maturité. Très bien. Et comment vous parvenez à éduquer vos enfants? Donc, déjà, en essayant de nous concentrer déjà sur le plus essentiel, savoir les bonnes valeurs, c'est-à-dire qui est la base. Je sais qu'il faut apprendre à dire bonjour, quand au début à être poli dans son environnement et tout. Et quand une fois que tu commences à côtoyer l'extérieur, c'est-à-dire l'école, te concentres à savoir que quand tu vas à l'école, c'est justement pour essayer de te donner une essence éthique pour permettre d'avoir justement une perspective beaucoup plus évolutive dans le futur. Très, très bien. Alors, je vais me retourner vers vous. Est-ce que le comportement de certains enfants émane du passé des parents ou alors c'est un traumatisme? Oui, c'est un ensemble de tout. Vous voyez un peu, il y a un monsieur qui m'avait dit quelque chose de très essentiel, même les idiots deviennent vieux. C'est-à-dire, il y a des parents qui, à la base, eux aussi, à travers leur comportement, affectent négativement l'éducation de leur enfant. Ouais, tel père, tel fils. Tel père, tel fils, comme on dit souvent. Voilà. Et les enfants, comme je l'ai dit, l'émulation est toujours verticale. Les enfants aiment toujours s'inspirer des grandes personnes. Ouais. Je fais comme mon papa, je fais comme tel, tel, tel. Donc, c'est clair que à travers, par exemple, le comportement des parents, ça peut influer négativement sur le comportement de l'enfant. D'où la nécessité de faire très attention, Nous avons des cellules familiales aujourd'hui où le parent, par exemple, on a des exemples, qu'un parent à la maison envoie, par exemple, son enfant aller lui acheter un paquet de cigarettes. À une heure tardive. À une heure tardive. Ouais. Un papa dit, va nous chercher de la bière. Lors d'une fête, on dit, bon, mon fils, on vous donne un peu aussi. On nous donne un peu aussi. L'appétit vient en mangeant. Et un jour, on sera lui étonné de voir peut-être l'enfant verser peut-être dans l'alcoolisme, le tabagisme et autres. Donc, c'est vrai, le comportement du parent a une influence très forte d'ailleurs. À 80%? Bon, je ne veux pas peut-être me lancer dans les statistiques, ça sera un peu compliqué. Mais je suis sûr d'une chose, l'enfant s'inspire généralement d'abord de ses parents. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu à vivre une situation cocasse dans la société avec un élève ou alors un jeune quelconque? Cocasse, oui, mais beaucoup plus affligeant. Affligeant en tant que témoin surtout. Voilà, j'ai vécu une situation similaire. Une étudiante, parce que comme je vous l'ai dit par ailleurs, je suis dans un institut universitaire, une étudiante qui arrivait à aller dans mon institut, était très brillante. Oui. Elle s'était inscrite en gestion logistique et transport, très brillante dès le départ. À un moment donné, nous avons constaté en elle un certain changement.
Oui. Je me suis posé des questions, j'ai essayé d'entrer en contact avec cette dernière pour savoir ce qui n'allait pas. Et c'est au sortir de là que nous avons donc compris que derrière, il y avait une histoire d'homme, son camarade, qu'il avait complètement, je ne sais quelle expression, endoctriné, permettons Ouais. l'expression. Parce que la fille était carrément obsédée, téléguidée par ce garçon-là. Elle ne faisait que ce que lui disait ce garçon. Malheureusement pour la fille, le garçon n'était pas de bonne moralité. C'est un garçon qui côtoie plutôt des gens qui n'ont pas toujours cette moralité-là. Et c'est comme ça que la scolarité de cette fille, non seulement a été gâchée, mais elle s'en est sortie avec, bon, peut-être que c'était le moindre mal, avec une grossesse. Ses parents ont décidé de ne plus entendre parler d'elle, parce que là, c'est une grosse déception pour eux. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que l'unique fille, parce que c'est la seule qui avait au moins pu pousser des études un peu plus loin par rapport à ses cadets ou bien à ses aînés qui avaient d'abord laissé des études. Les parents avaient donc consacré tous les moyens sur elle en se disant que voilà, l'élite de la famille, il faut qu'elle aille loin avec les études. Et vous pouvez donc imaginer ce type de déception pour la famille. Donc, il y a des exemples comme ceux-là qui nous amènent parfois à nous interroger sur beaucoup de choses. Oui. D'accord. Maintenant, les parents, ça peut arriver de votre côté de chasser l'enfant parce qu'il a fait faux bon? Je trouve que c'est un peu fort employé, mais il y a des fois, il faut arriver à ce niveau-là justement pour essayer de montrer à l'enfant qu'il est en train de prendre une dérive et de savoir qu'il prend une dérive. Voir mon état d'esprit vis-à-vis de lui, ça devrait beaucoup l'interpeller. Ah oui? D'accord. Est-ce que vous êtes du même avis? Non, je partage pas cet avis. Excusez-moi, je partage pas cet avis. Parce que quand l'enfant a eu à fauter, ou bien quand l'enfant a eu à commettre une erreur, il faut faire une introspection, le parent d'abord lui-même, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a poussé mon enfant à le faire. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manquement à mon niveau aussi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la notion de responsabilité partagée. Vous comprenez un peu. Et c'est ce que le conseil que je donne d'habitude aux parents, c'est pas parce que votre enfant est déjà à l'université que vous allez vous dire que non, l'enfant est grand. Bien loin de là. C'est beaucoup plus à l'université qu'on doit beaucoup plus être rigoureux. Regardons envers par rapport à ce que fait l'enfant. Moi, le conseil que j'aurais pu donner à ce parent, c'est de reprendre la fille, de chercher à comprendre qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il ne suffit pas peut-être de mettre à la disposition de l'enfant le bien matériel, tout. Il y a l'accompagnement psychologique qu'on doit donner à l'enfant. Vous, les mamans d'enfants, ce que moi je conseille aux mamans, c'est de prendre vos enfants, surtout les filles, comme vos amis, à pousser les parfois à s'ouvrir à vous. Parce que quand l'enfant ne parvient pas à s'ouvrir à sa maman, il y a maintenant des conseillers dehors qui vont donc faire votre travail à leur place. Vous comprenez un peu. Imaginez sur l'instant que bon, les parents disent de mettre cet enfant dehors. Elle décide maintenant d'aller se faire avorter et que par la suite, on se trouve face au pire, à savoir la mort. Vous pensez que les parents seront vraiment à l'aise dans leur conscience? Moi, je ne pense pas. Les parents feraient mieux peut-être d'être beaucoup proches de leur enfant, de créer un climat de discussion avec eux, de briser les barrières entre leurs enfants et eux. Vous arrivez parfois dans certaines familles, vous verrez que le soir, autour d'une table là, quand le papa arrive, c'est la débandade dans la maison. Les enfants vont dans la chambre parce qu'on a peur, le papa c'est le grand lion, ainsi de suite. Comment voulez-vous qu'un enfant fasse un problème ou bien face à un garçon comme celui-là qui est en train de l'endoctriner à l'école? Parce que c'est parfois cela. L'enfant aura le courage de venir vous dire que papa, à l'école, il y a tel qui ne fait que me déranger. Ça serait un peu compliqué. Exactement. Donc, voilà pourquoi je dis, au lieu de repousser l'enfant, essayer de l'amener, histoire de comprendre ce qui n'a pas marché. Voilà. Vraiment, cet exemple-là, par rapport à ce qu'il a nommé tout à l'heure, c'était pour un cas d'exemple. Parce que là, c'est vrai que vous avez directement décliné pour savoir quel est votre avis. Justement, parce que je prends un exemple. J'ai déjà ma petite sœur que je prends comme ma propre fille, qui a actuellement avec des comportements un peu aberrants, c'est-à-dire des innocents par rapport à son parent, qui chaque fois demandait de faire quelque chose, mais faisait à sa tête. Et le parent avait pris la leçon de la mettre dehors pour lui dire que ça c'est vrai de son savoir dans quel état je me trouve, pour dire que tu fais pas ma pièce, en te comportant de la sorte. La fille n'est pas allée loin, elle est restée dehors. Pour dire en fait que ce geste, cela soit pour dire en fait tu restes absolu dans tes décisions, mais pour faire comprendre à l'enfant de revenir, c'était pour dire j'ai fâché maman, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour revenir vers maman. Déjà, en faisant cet acte-là et en revenant sur ses pas, c'est pour amener l'enfant à raisonner. Et une fois maintenant que le parent constate que l'enfant, parce que le parent, sachant qu'il a posé un acte assez dur, ne voudrait pas justement que son enfant s'éloigne, de temps à autre guetter pour savoir si l'enfant s'éloigne. Et s'il s'éloigne, il pourrait
poser cet acte d'approche pour dire, je t'ai pas mis dehors pour que tu puisses t'éloigner t'en aller, mais c'est pour que tu prennes état de conscience que je suis très fâchée contre toi. Bon, il faut souvent aussi avoir ce genre de comportement avec l'enfant pour l'amener à savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser. D'accord. Maintenant, il y a certains parents qui disent on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Maintenant, si on met l'enfant dehors, il s'en va, vous allez réagir comment? C'est la raison pour laquelle il dit, nous, le parent, sachant que nous ne voulons pas que ça arrive à ce stade de savoir qu'il s'en aille, entre-temps, on guette parce que justement, on voudrait faire comprendre à l'enfant qu'il y a des limites à ne pas dépasser parce que déjà, posant les actes qui fâchent, voilà ce que ça peut causer. Oui, mais s'il lui arrive de partir loin de la maison. À partir loin de la maison, Oui. là, je m'aurais pour ressortir, pour le ramener à la maison, pour lui dire, en fait, si je t'ai mis dehors, c'est pour que tu puisses essayer de comprendre dans quel état tu me mets en te comportant de cette façon. Et tout ce que je veux, c'est que tu tires le meilleur de toi et que tu comprennes que tout ce que je veux t'apporter, c'est que tu puisses surpasser tout ce qu'il y a de négatif de toi et que tu puisses apprendre à t'identifier. Et là, tu comprendras pourquoi le rôle du parent est un peu beaucoup plus dégradant. D'accord. Apprendre à s'identifier, c'est toute une école. Prenons cette petite transition et retrouvons-nous juste après. Bonsoir, moi c'est Patience Camille, juriste. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai sollicité à participer à cette émission. En fait, s'il arrive que mon enfant se retrouve dehors, déjà que je suis une personne, je suis une grande personne et être parent ne veut pas forcément dire un enfant qu'on a enfanté. Être parent aussi, c'est forcément éduquer l'enfant d'une autre personne pour lui apporter de plus amples connaissances dans la vie. Et quand on dit parent, c'est être mature dans l'esprit. Ça veut dire que vous avez l'expérience de vie dont vous avez vécu. Donc, s'il arrive que mon enfant se retrouve dehors, parce que mettre l'enfant dehors, ça dépend des circonstances qui poussent le parent à mettre l'enfant dehors. Déjà que tu es parent, tu as une lourde responsabilité, tu es la lumière de cet enfant. Donc, tu as l'obligation de faire en sorte que cet enfant soit une bonne personne dans l'avenir, pour qu'il ne soit pas un obstacle pour la société. S'il arrive que je mette l'enfant dehors, c'est pour une cause bien précise. Bon, certes que ça va me déranger. Déjà, je connais déjà les conséquences de la vie mondaine. Déjà, tu sais que l'enfant est exposé, il n'a pas d'expérience dans ce milieu. Je vais me sentir mal parce que l'enfant est exposé. Je ne sais pas ce qui va arriver. L'enfant lui a fait quelque chose de mal, donc je suis fâchée. Peut-être, ok, d'après ce que le monsieur a dit tout à l'heure, déjà le cœur du mère n'est pas forcément le cœur d'un père, parce que le père, lui, il est quelqu'un de, bon, on dit, comment dirais-je, le mot m'échappe, il est le lion, donc parfois, il donne une image de quelqu'un qui fait peur aux autres. Déjà, la mère a l'obligation de comprendre l'enfant. Parce que si tu frustres l'enfant, s'il a un problème, il ne peut pas t'expliquer. Parce que, ok, si je viens m'exprimer devant mon père ou bien devant ma mère, il va me repousser. Donc, tu vois, à un moment donné, l'enfant est exposé. Comme on est en train de parler de la dépravation des mœurs, tu vas avoir une jeune fille qui est victime d'harcèlement sexuel et déjà qu'elle n'a jamais eu à dialoguer avec son parent, ou bien quel parent pour sa mère ou son père. Donc, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle sera obligée d'aller se confier à ses amis. Ses amis me disent OK. Et c'est vas-y, peut-être, on ne sait jamais, peut-être c'est sa façon de s'exprimer, de faire de t'harceler. Vas-y, moi, ce n'est pas mauvais. Nous aussi, on est des jeunes filles. Bon, c'est vrai que je suis un peu longue. Bon, s'il arrive que mon enfant se retrouve dehors, je vais me sentir mal. Mais après, je vais ramener l'enfant, je vais lui inculquer des valeurs pour lui dire que ce que tu vois dehors là, ce n'est pas ce qui est bien, mais ce que moi je te donne, c'est ça qui est important. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Si tes parents se comportent bien avec toi, quand tu donnes une bonne éducation, comment se comportent-ils à la maison avec toi? Bonjour, je m'appelle Leslie. Mes parents se comportent très bien avec moi parce que je suis d'abord une fille très respectueuse. Je respecte beaucoup mes parents à la maison. Donc, tout ce qu'ils me demandent de faire, je le fais parce que je ne me vois pas en train de les désobéir. D'accord. Tu penses que la puberté ne va pas te jouer un tour un jour? Oui, à un certain âge quand même. Ça veut dire que les parents t'ont pas encore préparé pour la puberté à 15 ans? Si ils m'ont préparé, ils me disent des mesures à prendre, de ne pas faire telle chose, que comme tu vois, si ça n'est pas bien,
et tout et tout. Je suis Monsieur Parfait Dimonon, je suis communicateur et promoteur d'une agence de communication. D'accord. Est-ce que vous êtes parent? Naturellement. D'accord. Et tout ce que nous avons vu tout à l'heure en vidéo, est-ce que nous ont apporté nos différents invités? Que pensez-vous de la déviance en milieu scolaire? Avant de répondre à cette question, je voudrais compléter un peu la longue liste que le panel avait déjà évoquée, notamment M. Aruna. J'ai pu, parce que j'ai été en son temps professeur, enseignant de lycée, d'enseignement général, j'ai dû côtoyer au quotidien les jeunes, j'ai échangé avec eux, j'ai pu déceler et écouter quelques mots. Alors, entre autres, ce que M. Aruna a dit, j'ai pu, de par cette expérience, retrouver qu'il y a la précocité des mères. Les mères qui accouchent de manière précoce ont du mal à encadrer, à éduquer leurs enfants. À la suite de ça, il y a donc des familles monoparentales. Quand un enfant est issu d'une famille monoparentale et donc l'absence du père se fait ressentir, la maman à un certain âge n'a plus la force, le pouvoir, parce que quand le gars a 18 ans, 20 ans, qu'il est costaud, la maman n'arrive la poigne, elle n'en a pas pour contrôler ce genre de garçon. Au-delà de ça, il y a des quartiers qui sont dits des quartiers difficiles, où il y a la drogue, la cigarette, et tout ce qui va avec cette déviance-là. J'ai aussi, entre autres, pu noter qu'il y avait le fait de la télévision, du cinéma. Les enfants copient les médias sociaux, copient pratiquement à l'aveuglette ce qui se passe là-bas, la violence, quand ils transposent ça dans les faits réels. Donc voilà quelques causes que je voulais ajouter à ce que M. Aruna disait. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, c'était quoi la question? Qu'est-ce que je pense de la déviance? Comme tout parent, comme tout jeune adulte, je pense que ce sont des comportements qu'il faut complètement effacer. Il faut protéger l'enfant de ces milieux, que l'État prenne ses responsabilités, que les parents prennent les responsabilités. Parce que en milieu scolaire, il y a une déviance et une violence telle que même les enseignants ne sont plus en sécurité. On voit maintenant dans certains établissements la présence des forces de maintien de l'ordre pour essayer de calmer. Ça devient si violent parce que la plupart même sont sous l'effet des drogues nocives et tout autre produit. Donc, je suis contre ces déviances, mais je pense que si on ne peut pas mettre un policier devant chaque enfant pour le contrôler, que les parents essayent de canaliser un peu leur enfant. D'accord, vous avez été professeur, c'est ça? Tout à fait. Et quel genre de punition vous donniez à vos élèves qui s'égarent? Alors, au risque que les droits de l'homme m'interpellent, je n'étais pas brutal, ma punition était simple. Que ce soit en 6e ou en terminale, l'élève s'assoit au sol, à même le sol tout simplement, devant la porte. Donc vous voyez un élève de première ou de terminale qui est assis à même le sol, fille ou garçon, que les enfants de 6e passent le voir. Bon, je dis, c'était à l'époque, hein, parce que les droits de l'homme. Mais c'est une punition qui est qui a de l'effet parce que finalement, l'élève n'aimerait pas que demain, sa petite amie qui est en 3e ou en seconde le voit dans cet état, ou alors son petit frère qui est en 6e ou en 5e. Voilà. L'éducation de nos jeunes n'est pas toujours facile pour certains parents, d'autres qui trouvent la solution et d'autres pas. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous parlons de la dépravation en milieu scolaire. Tout à l'heure, nous avons entendu ce professeur qui disait lorsqu'un élève s'égare, surtout quand il était professeur, il le faisait asseoir au sol. À votre avis? Et ce qui m'a le plus intéressé, Julie, c'est une question très intéressante parce qu'on est là dans le cas de la sanction punitive en milieu scolaire. Ouais. Ce qui pose aujourd'hui un problème de façon globale parce que nous sommes dans un monde aussi global. Ouais. Il a fait allusion aux droits de l'homme. Ouais. Mais les droits de l'homme ne doivent jamais, en aucun cas, constituer un passe-droit à la bêtise sociale. C'est ça le problème. Nous, à notre époque, je suis un peu vieux les jeunes, nous, à notre époque, comment ça se passait? Je n'oublierai jamais cet enseignant au nom de M. Basile. Excusez-moi si je perds aussi, je perds peut-être nos échanges. Il s'appelait M. Basile.
la simple présence de ce monsieur au niveau de notre cours de récréation civilisait tout le monde, comme on dit souvent au quartier. D'accord. Chacun se mettait au pas. Il se faisait parfois appeler Monsieur Lion aussi. Il employait la loi du silence. Ce n'était pas la loi du silence. D'accord. Parfois, quelques coups de clic, souvent sans sévice corporel, bien entendu. C'est ce qu'on refuse. Mais comment est-ce qu'on parle de droit de l'homme qu'on peut plus tirer l'oreille d'un enfant pour lui dire que ce que tu as fait n'est pas bien? Voilà autant de problèmes sur lesquels on doit essayer de s'appesantir. Parce que moi, je me suis toujours dit, chaque loi doit épouser son contexte et ses réalités. C'est un peu cela. Pas pour dire que je suis pour les services corporels envers les enfants dans le milieu scolaire, non, mais un peu de rigueur dans l'éducation, dans ses punitions. L'enseignant a fait allusion, par exemple, au fait de demander à un enfant de s'asseoir, à même le sol. Bon, connaissant parfois les enfants, ils vont devenir des salles avec ça. Vous allez voir un enfant qui va se lever, peut-être avec même la poussière sur son fessier. Il va encore bien baisser son pantalon et marcher en se gargarisant devant ses camarades. Donc, c'est un tout, c'est un tout. Il faudrait peut-être que notre système éducatif essaye peut-être de revoir ce qu'on entend par sanction punitive, afin parfois de prendre des mesures qui puissent peut-être amener l'enfant à comprendre que ce que j'ai eu à faire n'était pas bien, d'où ma correction. D'accord. Maintenant, il y a aussi un autre volet, les professeurs qui donnent du courage aux enfants. Aujourd'hui, on voit ceux qui entretiennent des relations intimes avec des jeunes filles et ça, c'est déplorable. Non seulement déplorable, Julie, c'est une aberration. C'est amoral. Ça contribue aussi à la dépravation. Ça contribue à la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, j'ai tantôt fait allusion à l'image de cet enseignant qu'on a trouvé dans ça, fait le tour des réseaux sociaux. Où l'enfant, il faut d'abord... Elle a elle-même publié les vidéos. Bon, je n'en sais trop rien. On a vu les vidéos, comme tout le monde, à travers les réseaux sociaux. Et les propos que lui tenait même cet enfant-là, dit que je suis la plus belle. Toi, tu es laid, non? Bon, je dis ça trivialement, c'est ce qu'il se disait. Mais quand une élève tient déjà de pareils propos, quand une élève a déjà vu son enseignant en dessous de la ceinture, quelle image cet élève aura encore de son enseignant? Est-ce que l'enseignant aura encore le courage de lui dire quoi que ce soit pour la ramener sur le droit chemin? Moi, je ne pense pas. Donc, on sait bien, on parle souvent peut-être dans des vidéos tout et tout, mais les enseignants, dans un cadre purement scolaire académique, se doivent, s'il veut vraiment garder son image intacte, apprivoiser ce côté instinct et beaucoup plus faire prévaloir son côté éthique. D'accord. Madame Anne-Laure, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de punir votre enfant, hormis de le jeter à la porte? Punir, oui. Dans quel sens? Dans le sens où, déjà, je sais que normalement, quand maman dit de ne pas faire ceci, normalement, je sais que l'enfant devrait apprendre à ne pas faire ceci. Parce que le parent, c'est lui qui amène l'enfant à pouvoir retrouver ses valeurs et pouvoir aussi également me s'éparter pour savoir que si maman me dit, je dois obéir. Je peux aussi côté religieux parce que je suis chrétienne et de savoir que j'inculque ces valeurs chrétiennes à mon enfant et savoir que si tu respectes, je dois respecter tes enfants justement parce que ça fait partie d'un des commandements et la promesse. Pour que tes parents, pour que tes jours soient sur la terre. D'accord. Donc déjà, en occupant à l'enfant a beaucoup plus de crainte et il se rend beaucoup plus de savoir que si, avec la complicité, bon, je parle d'un cas réel que j'ai avec ma petite soeur, que je connais comme ma fille, parce que son parent me considère comme cette petite maman-là, parce que sa fille a justement trouvé sa place de petite sœur de fille envers moi. Qu'est-ce qui se passe? Elle se trouve en train de faire, dit, maman, il y a des devoirs en école. Et maman dit, ok, fais ces devoirs si tu réussis à faire tes devoirs et que tu arrives dans ton trimestre, à être premier de la classe, tu seras premier. Tout à l'heure, nous avons écouté notre jeune élève de 15 ans qui nous a fait savoir qu'elle peut tomber dans la puberté et elle peut changer. Vous en pensez quoi? C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il faut les vivre. Parce qu'il y a des enfants qui gèrent mieux la puberté. Grâce aux parents? Grâce aux parents également. Et aussi, bon, grâce aux parents, surtout quand les parents s'impliquent. Et souvent, les filles, quand il arrive que l'enfant est beaucoup plus éveillé de lui-même et que l'environnement puisse prendre raison sur lui. Là, ça devient un peu à risque. Parce qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas le temps d'être à la maison à des heures ponctuelles parce qu'il y a des boulots, il y a des voyages, des missions. Et du coup, ça dépend d'autres parents qui n'ont pas le temps d'éduquer leur enfant parce que c'est sur la nounou. Et on avait une influence éducative extérieure, ça peut impacter sur l'éducation de l'enfant qui n'est pas propre parce que les parents auraient débuté depuis le départ. Donc, il y a toutes ces valeurs-là qui peuvent aussi jouer sur le côté néfaste de la phase de la puberté.
D'accord. Est-ce que pour vous, est-ce normal d'éduquer un enfant avec de l'argent? C'est-à-dire lui donner tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Papa, j'ai besoin de 20 000, vous lui donnez. Parce que votre objectif, c'est d'aller chercher l'argent pour l'éduquer. Je dirais un peu d'éducation, à amener mon enfant à avoir tout ce qu'il veut, je dirais, il faut avoir cette restriction. C'est-à-dire lui donner quand il doit mériter de l'avoir, mais pas le lui donner de façon assez facile pour dire que tout est facile. L'amener à savoir que dans la vie, tu dois te battre pour avoir ce que tu as. Et de savoir, parce que moi, genre, étant donné que je suis un exemple, parce que ma petite sœur de la toujours tu es une grande sœur que j'aimerais suivre justement parce que tu as toujours prouvé, tu as su t'impliquer, tu as réussi dans la vie, tu es actuellement dans... Vous avez déjà les traits posés, bravo. De savoir déjà tout ça et avoir gagné la confiance de la petite sœur, savoir comment est-ce qu'il faudrait se canaliser parce qu'au début, elle était un peu dépareillée. Et le fait de se canaliser, c'est justement parce qu'en m'observant et lui donner accès à pouvoir communiquer avec moi, ça lui a permis de pouvoir mieux se miroiter. Aujourd'hui, à chaque fois qu'elle veut poser un acte, elle se demande est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je capitaliserais dès que je ferais ceci ou cela? J'ai des idées. Est-ce que ce serait profitable pour moi, mes parents? Donc, dans toutes ces valeurs-là, je me dis, ce serait intéressant de savoir qu'à toute chose posée, l'enfant devrait savoir que si tu devrais avoir quelque chose, tu devrais le mériter. Sinon, tu devrais durement travailler. Voilà. D'accord. D'accord. Maintenant, il y a des parents qui se disent que c'est un fardeau pour eux d'éduquer un enfant. Ils prennent des nounous ou des bonnes à tout faire. Vous en pensez quoi? Comme je l'ai dit tantôt, hein, parfois chaque contexte a ses réalités. Nous sommes dans un contexte où penser même un seul instant que la femme doit parfois rester à la maison pour éduquer ses enfants, on dirait que vous êtes une personne éculée, vous êtes une personne réactionnaire, comme on dit souvent. Donc c'est un peu compliqué. Mais éduquer l'enfant par procuration, c'est un danger. Mhm. Une éducation qui se fait par procuration, Mhm. qu'on va maintenant passer par la nounou Mhm. pour éduquer son enfant, Ouais. c'est très dangereux. D'accord. Les parents, surtout la maman, doit donc en principe s'organiser pour pouvoir donc trouver du temps pour ses enfants. Il faut toujours parler parfois avec des exemples d'illustration. J'ai regardé aussi une image comme ça qui m'a donné froid au dos. Une nounou qui a l'absence des parents. Heureusement, je ne sais pas comment on a mis cette caméra cachée. On a vu ce que la nounou faisait avec l'enfant, ainsi de suite. Je n'ose même pas prononcer ça. Donc, les parents gagneraient, certes, ils sont hyper occupés, on le sait. Oui. Ils vont chercher de quoi, ils vont chercher la pitance pour encadrer les enfants. Mais le premier encadrement, la première nourriture dont les enfants ont besoin, c'est leur présence et leur chaleur. D'accord. Donc, ils doivent s'organiser dans ce sens. Et l'éducation spirituelle, à votre avis, quelle est sa place dans la famille? Une place prépondérante. Une place prépondérante. Quelle qu'en soit votre obédience religieuse, du moins où ça respecte peut-être les canons, enfin, qui met beaucoup plus l'être humain en avant, il ne faut pas peut-être blaguer avec cela, permettons l'expression. Donc, les enfants, les parents doivent toujours, parce que, quoi qu'on dise, une éducation spirituelle, telle qu'on les connaît, à travers, par exemple, les religions monothéistes que nous connaissons, quand vous y allez, il y a toujours une prépondérance pour la pudeur, pour une certaine éthique sociale à travers ces différentes religions-là. Donc, un parent qui néglige ce pan-là doit comprendre qu'il a déjà peut-être échoué son éducation, l'éducation des enfants, au minimum à 50%. L'éducation spirituelle a une place prépondérante dans l'éducation de l'enfant. D'accord. Nous savons que rien n'est facile. Et est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux parents aujourd'hui? Par rapport à notre thème du jour. Par rapport à notre thème du jour, ce que je peux dire, c'est que les parents à la maison doivent d'abord transformer leur maison en une sorte d'État. Quand je parle d'État, c'est comme si votre maison était le Cameroun. Vous en êtes donc le président, c'est à vous donc d'impulser votre vision d'abord à l'intérieur de votre maison, parce qu'il y va de la survie et de l'éducation de votre enfant. Les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts à un monde qui se veut vraiment prédateur. À travers ce qu'on lit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout n'est que violence, tout n'est que pitrerie. Voilà pourquoi j'ai tantôt fait allusion à ce qu'on appelle la révolution des pitres. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on met en avant comme figure de référence, ce sont ceux qui se déshabillent à travers les réseaux sociaux, ont beaucoup de likes. On dit que voilà une influenceuse ou bien un influenceur. Aujourd'hui, les références sont inversées. Donc, chaque parent se doit
d'être vraiment rigoureux dans l'éducation de ses enfants dès le bas âge, lui inculquer les valeurs qui sont nobles. C'est parfois aussi compliqué parce qu'on ne peut pas vivre sans son monde, mais je pense qu'avec un peu de rigueur, cela peut se faire. Très bien. Notre maman, notre mère de famille et notre entrepreneur, quel est votre mot de fin? C'est déjà, s'il faut dire, étant parent, mettre en avant de savoir que l'enfant peut être son miroir. Donc, décupler de façon intègre cet amour complet, de pouvoir transmettre à cet enfant le meilleur de soi-même. C'est de refléter la prochaine lumière qui est son reflet dans l'avenir. D'accord, merci. Au début, c'est pas clair, à la fin, c'est plus clair. Au début, c'est pas clair, à la fin, c'est plus clair. Nous vous disons merci une fois de plus d'avoir suivi notre émission. Notre thème du jour était accentué sur la dépravation en milieu scolaire. Nos guests du jour, à ma gauche, Monsieur Njoya Aruna, consultant en marketing et communication. À ma droite, Madame Anne-Laure Dika. Nous vous disons merci d'avoir été présents. Merci à nos fidèles partenaires, le Crystal Palace. Merci à nos correspondants depuis Paris. Merci à vous toujours fidèles. Nous n'oublions pas de dire merci aussi à notre habilleuse personnelle, la Redent Creation. Merci à toute l'équipe technique et rendez-vous pour la prochaine émission. À très vite.